Bonjour et bienvenue sur C+, la chaîne où on parle de vulgarisation scientifique sur Internet. Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir de recevoir le prix Jean Perrin, qui récompense, et je cite, un effort particulièrement réussi de vulgarisation scientifique. C'est la Société française de physique qui décerne ce prix chaque année, et c'est un prix pour lequel on ne peut pas postuler, c'est le jury qui décide. Et quand j'ai appris que j'étais la lauréate et que j'ai vu la liste des précédents lauréats et lauréates, laissez-moi vous dire que j'ai un peu rougi. C'est un vrai honneur pour moi d'ajouter mon nom à cette liste et d'avoir évidemment mon travail reconnu par ce jury. Et si vous connaissez un petit peu le monde de la physique et de la vulgarisation, vous devriez reconnaître quelques noms dans la liste. Alors au moment de la cérémonie de remise des prix, on m'a demandé de faire une petite présentation de mon travail et j'ai parlé de la genèse de Syllabus, ma chaîne YouTube de vulgarisation scientifique, et de la ligne éditoriale que j'ai construite avec le temps. Et je sais que ça intéressera au moins quelques personnes parmi vous, alors le voici. Mais avant de commencer, pour vous remettre en contexte, nous sommes en septembre 2022 à la Cité des Sciences à Paris. Et juste avant que je présente Jean-Michel Courty, qui est physicien, vulgarisateur, ancien lauréat et président du jury, a fait une présentation du prix en précisant qu'il ne s'agissait pas d'un prix qui récompensait une fin de carrière, heureusement, mais d'un encouragement qui arrive au cours de la carrière. Je le précise parce que je vais y faire référence pendant la présentation. Sur ce, donc on m'a dit que j'avais une petite présentation à faire et j'ai demandé un petit peu autour de moi ce qui serait intéressant à entendre. Et on m'a plutôt répondu « Ah, ce serait bien que tu parles de ton métier, ta vision, comment est-ce que tu vois les choses, tout ça ». Alors c'est ça que je vais faire. Je vais vous parler un petit peu de comment je suis passée de ce passe-temps finalement et comment c'est devenu un métier et comment je le vois aujourd'hui. C'est ça que je vais chercher à vous présenter aujourd'hui. Mais je ne vais pas présenter l'histoire depuis le début, je vais la présenter depuis le milieu, depuis cette vidéo-là, qui est ma 62e vidéo. Elle est arrivée, ça faisait déjà 7 ans que je faisais la vulgarisation, j'avais fait 3 ans de blog, 4 ans de vidéo YouTube, mais quand j'ai publié cette vidéo-là, il y a quelque chose qui a changé, qui a complètement changé la façon dont je voyais mon travail sur YouTube. Et donc pour cette vidéo, j'étais au Mexique en vacances et j'étais sur la plage et je voyais les gros hôtels qui étaient vraiment en bordure de plage et je ne comprenais pas comment est-ce qu'on pouvait être aussi proche de l'eau, ils allaient finir par être tous inondés. Et donc je me suis renseignée, j'ai regardé un petit peu la littérature qui était sur le sujet et j'ai compris que en fait c'était de l'érosion. Les hôtels à la base ils n'ont pas été construits aussi proches de l'eau. C'était l'érosion due aux gros hôtels, due au tourisme de masse, due au changement climatique, etc. J'ai trouvé ça intéressant, je l'ai reproduit dans mes mots et je l'ai diffusé sur YouTube. Je suis allée voir les commentaires évidemment et quand j'ai vu les commentaires, c'était comme d'habitude, ça n'a pas changé depuis toutes ces années, hyper bienveillant, les gens sont adorables en commentaire, tout va bien, sauf il y avait 2-3 commentaires qui étaient un petit peu différents. Et je me rendais compte que je leur avais créé de la peine, en fait, parce que je n'avais pas proposé de solution, je leur avais juste dit quel était le problème, et la vidéo est assez plombante, et j'avais créé une émotion que je n'avais pas prévu de créer. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais une responsabilité que je n'avais pas vraiment réalisée que je l'avais, parce que j'étais déjà convaincue de ma responsabilité de donner des informations qui soient justes. Je n'avais pas réalisé que j'avais une autre responsabilité et que je générais des émotions chez les gens et que ma parole avait de la valeur et que ça pouvait vraiment influencer la vie des gens. Et donc là, ça a été un petit peu, si vous me permettez la référence, mon moment Spider-Man à moi, où j'ai compris que j'avais un grand pouvoir, entre guillemets évidemment, le pouvoir que mes mots aient une action, aient une valeur pour les gens. Et avec ce grand pouvoir-là, il fallait aussi avoir une grande responsabilité. Et ce jour-là, quand j'ai publié cette vidéo-là, il y a eu un changement. C'est-à-dire qu'avant, je faisais les choses pour moi, parce que ça me faisait plaisir, j'aimais ça. Et tout à coup, je faisais ça peut-être un petit peu plus pour les autres. Je les ai beaucoup plus pris en considération. Et je pense que c'est à ce moment-là que s'est opéré le changement entre ma vie amatrice de vulgarisation, on va dire, et la professionnalisation, en tout cas dans ma tête, parce qu'au quotidien, j'allais toujours au labo faire mon doctorat, mais dans ma tête, ça avait changé ce que je voulais faire passer aux gens suite à cette vidéo-là. Ce que ça a aussi permis de faire, c'est que ça a un petit peu cristallisé quelque part ce que je voulais
faire pour les autres. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'était Syllabus ? Qu'est-ce que je représentais ? Parce qu'il y a la personne que je suis évidemment, mais il y a la personne que je suis de façon publique, et il y a le projet. C'est pas forcément toute la même chose. Et donc en publiant cette vidéo, j'ai défini plusieurs choses, et je vais vous dire ce que c'est aujourd'hui Syllabus depuis cette vidéo, et j'espère pour encore longtemps. Syllabus, c'est déjà que je veux fournir des vidéos. Je mets contenu pour un mot qui contient à peu près toutes les formes de vulgarisation, mais des contenus qui soient positifs, bienveillants, non anxiogènes. Donc ça, c'est en réaction directe à cette vidéo sur les hôtels à Cancun, où je ne veux pas induire ce genre d'émotions-là. Alors évidemment, ça me ferme des tas de portes, ça me ferme des tas de sujets d'actualité qui sont très anxiogènes, mais je considère que j'ai beaucoup de collègues qui font le travail de parler de l'actualité, et parce qu'il le faut aussi de parler de ces sujets-là qui sont aussi difficiles. C'est juste que j'ai décidé que ce ne serait pas ma tasse de thé et que ce ne serait pas moi qui l'amènerais. Autre point, être juste, avoir de la rigueur. Je pense que si vous êtes là et que je suis là, c'est qu'on est tous d'accord sur ce point, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Utiliser, voire même promouvoir, la recherche comme source numéro 1 d'information. Moi, donc, j'ai une formation académique, et la seule raison pour laquelle je ne fais pas de recherche aujourd'hui, c'est juste parce que je n'arrive pas à me découper en deux. Mais j'adore la recherche, et donc je veux un petit peu la promouvoir quelque part. Et quand on sait bien faire sa biblio, a priori, c'est la meilleure source d'information qu'on puisse avoir. Donc c'est toujours ça que je veux essayer de ramener dans les vidéos. Amener de la nuance, ça c'est devenu un petit peu rare parfois. Et j'aime ça, amener la nuance, parce que je trouve que c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que souvent, il y a des sujets, quand on les tranche, c'est moins intéressant que si on va chercher la petite subtilité qui était justement dans cette nuance-là. Donc j'essaie d'amener le plus possible de la nuance, ce qui vient de façon quasi automatique quand on utilise la recherche comme source d'information. Il y a beaucoup de mes points qui se recoupent. Ensuite, avoir un message pédagogique et mémorable, ça c'est un point pour moi qui est vraiment majeur. Le message pédagogique, c'est parce que j'ai une vision très utilitariste de ce que je fais. C'est-à-dire que pour moi, il doit y avoir un sens. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je diffuserai quelque chose s'il n'y a rien à en retenir. Donc j'ai une vision très utilitariste de mes vidéos, et je veux qu'il y ait quelque chose vraiment à retenir, un message pédagogique. Et le mémorable, ça c'est un petit peu mon critère de succès. Je considère qu'une vidéo est réussie si une personne qui a vu la vidéo 2 semaines plus tard, elle est capable de la résumer en une phrase. Si c'est le cas, alors c'est un succès. Si ce n'est pas le cas, dommage, ça aurait pu être mieux. Alors évidemment, c'est pas du 100% parce qu'il y a des gens à qui ça parle, des gens à qui ça parle pas, mais ça va être mon critère de succès quand même. Ensuite, celui-là, je ne savais pas trop comment le formuler, intéresser, rendre agréable, accessible. On peut mettre ça tout sous la coupole du divertissement, ce genre de choses. Ça, c'est simplement, c'est un petit peu le propre de la vulgarisation. C'est que si on a fait tout un beau travail d'être juste, d'utiliser la recherche, d'amener la nuance, mais que personne ne le voit, c'est un petit peu dommage. Et donc, il faut arriver à attirer les gens quand même, parce que tout le monde n'est pas scientifique et tout le monde n'est pas forcément intéressé par tous les sujets. Donc, il faut faire un petit travail de rendre la chose agréable et accessible. Évidemment, je ne vous apprends rien. Et enfin, atténuer l'aspect élitiste de la science. Là aussi, je ne vous apprends rien. Il y a un grand fossé entre les scientifiques et les non-scientifiques, et qui arrive qui est partout, dans les médias, à l'école. Moi-même, quand j'étais au collège et au lycée, j'ai été refusée de quasiment toutes les options scientifiques auxquelles je voulais accéder. Ce qui n'était pas nécessaire de faire de l'élitisme à ce niveau-là. J'ai quand même réussi à avoir mon doctorat après, donc ce qui est un autre débat, mais du coup j'ai quand même cette vision de pourquoi est-ce que ça devrait être réservé que à ceux qui sont hyper bons en maths. Il me semble qu'il y a beaucoup de concepts qui peuvent passer, même sans avoir besoin d'être le meilleur de la classe, quoi. Et pour réduire cet aspect élitiste de la science, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je vais chercher ces sujets-là qui ont un angle un petit peu décalé. Donc cette vidéo-là, c'est sur pourquoi est-ce que les ouvertures faciles ne sont pas faciles. Et donc évidemment, j'ai pris cet angle-là parce qu'il parle, parce qu'on a tous galéré avec des ouvertures faciles, évidemment. Et je suis sûre que si je l'avais appelé la physique de la propagation de fissures, ça aurait été un petit peu moins intéressant. En tout cas, un petit peu moins cliquable, parce que c'est tout l'enjeu quand on est sur YouTube, c'est d'arriver à provoquer le clic pour enfin exposer la science qu'on a à faire passer.
Ça m'est passé des choses avec cette vidéo, donc ça a été vraiment un tournant pour moi. Et cette étape de professionnalisation là. Tout ce que je vous ai dit, c'est pas un guide, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que moi je fais, je suis vraiment pour la pluralité des formes de vulgarisation. C'est pas parce qu'il y a des gens qui font l'inverse de ce que je fais que je considère que c'est de la mauvaise vulgarisation, pas du tout, c'est juste ma vision. Peut-être sur le être juste, celui-là je serais un petit peu moins laxe dans le fait que c'est quand même nécessaire d'être juste, on va dire. Il y a quand même des enjeux, des difficultés quand on essaie d'avoir... Parce que ça, finalement, c'est un petit peu ma ligne éditoriale que je vous présente ici. C'est ça que j'essaie de faire. Mais il y a quand même des difficultés, comme le fait de cumuler, puis si vous faites déjà de la vulgarisation, vous savez de quoi je parle, de cumuler l'aspect juste et rigoureux et d'avoir un message pédagogique mémorable qui soit intéressant. Souvent, on met ça sur un seul axe, c'est-à-dire que soit on fait de la rigueur, soit on fait du divertissement, puis on n'arrive pas à avoir le combo des deux. Moi, je pense qu'on peut quand même avoir un assez bon combo. Et ça, là, j'enlève un petit peu ma casquette de syllabus, puis je mets ma casquette d'enseignante, parce que c'est ça que j'essaie de faire passer à mes étudiants, en les convainquant qu'il y a vraiment un intérêt à essayer d'allier les deux. Et d'ailleurs, ça se voit dans des congrès scientifiques. J'étais allée à un congrès il y a quelques années pendant mon doctorat, et il y avait... toutes les présentations classiques que vous connaissez si vous êtes en recherche, c'est introduction, matériaux et méthodes, résultats, conclusion, discussion, tout dans la même structure. On en regarde une, on en regarde deux, on en regarde trois, à la fin on ne sait plus de quoi on parle, mais on n'a rien retenu parce que c'était extrêmement factuel. Et il y avait un autre professeur qui avait fait sa présentation et il l'avait fait complètement différemment. C'est-à-dire que lui, il avait raconté l'histoire de sa pensée, c'est-à-dire comment est-ce qu'il avait évolué dans sa recherche finalement, et il avait étayé sa recherche de petits morceaux de sciences, des articles scientifiques finalement, et ça lui avait permis d'avoir une accroche qui était beaucoup plus humaine, c'est-à-dire que tout d'un coup on se mettait à sa place, on le suivait dans sa réflexion, et on était capable de se souvenir de ça parce qu'on avait suivi son cheminement. Mais en suivant son cheminement, il nous avait quand même amené des informations rigoureuses qui étaient étayées par la science. Et donc c'est dans ce genre de format-là que je pense qu'on peut vraiment mêler cette rigueur et l'accessibilité. C'est ce que j'avais essayé de faire, je pense, la première fois que je l'ai fait de façon forte, entre guillemets, c'est sur cette vidéo-là, qui est sur le squat asiatique, donc squat asiatique ou la position accroupie, donc le fait de se mettre comme ça, mais avec les talons qui collent au sol, position que je suis absolument incapable de faire personnellement. Et j'ai écrit 3 scripts pour cette vidéo. C'est une vidéo qui a mis 4 ans à mûrir. Il y a eu 3 scripts, je ne sais plus combien de temps j'ai passé sur les scripts. Le premier script, je l'ai écrit, il était très biomécanique, très factuel. Moi, c'était celui qui m'intéressait le plus, évidemment, parce que mon doctorat est plus en biomécanique. Et le dernier était plus sur l'histoire. C'était plus, on me suivait découvrir pourquoi est-ce que j'arrivais pas à faire le squat asiatique. Et c'est celui-là que j'ai publié. Et encore aujourd'hui, des années après, j'en reçois des mails à propos de cette vidéo. La semaine dernière encore, il y a quelqu'un qui est venu me voir, et puis 5 secondes après, il y avait 10 personnes en face de moi en train d'essayer de faire le squat asiatique. Et je ne pense pas que c'est la biomécanique qui les avait passionnés à la base, c'est l'histoire, c'est le fait, l'aventure qu'ils avaient vécue dans cette vidéo qui les avait intéressés, et ils en avaient retenu, évidemment, un petit message scientifique. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on peut amener de la rigueur et du divertissement. Le mot divertissement n'est pas hyper approprié, mais c'est celui que j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc en créant une histoire et puis en venant ajouter de l'information rigoureuse au fur et à mesure, en saupoudrant l'histoire d'informations rigoureuses. C'est en tout cas ce que j'essaye de faire, c'est une des méthodes, il y en a d'autres évidemment, mais c'est une des méthodes. Alors, je ne considère pas que j'y arrive de façon parfaite. À mon goût, je trouve que j'arrive pas encore à avoir assez de fun dans mes vidéos. Donc moi, je travaille encore sur ces points-là. C'est ça, c'est un milieu de carrière, c'est pas de fin de carrière, ce prix-là. Donc je considère encore que j'ai beaucoup d'améliorations à avoir. Donc ça, c'était sur finalement le point souvent contentieux quand j'ai mes étudiants en recherche qui veulent faire de la vulgarisation. C'est à chaque fois là que je dois travailler, que je dois dire si vous ne parlez pas à vos pairs, vous n'avez pas besoin d'avoir une position de posture où vous êtes le chercheur, la ressource principale. Il faut arriver à mettre un petit peu plus d'humain là-dedans.
Il y a un autre... donc ça, c'est les défis quand on réalise sa vulgarisation, donc avec cette ligne éditoriale-là. Il y a autre chose qui est un aspect qu'on ne maîtrise pas vraiment, qui est le filtre. Je considère, ce que j'appelle le filtre, je considère que toute personne qui veut vulgariser, qui veut s'adresser à une audience, donc moi par exemple, pour s'adresser à l'audience, on ne peut pas le faire. Il n'y a jamais un seul contact direct entre nous et l'audience. Il y a toujours un filtre au milieu. Et ce filtre, ça va être le média qu'on va utiliser. Ici, si je suis là devant vous, c'est parce qu'il y a un jury qui m'a sélectionné pour que je sois là. C'est un sacré filtre, et c'est la seule raison pour laquelle je peux vous parler ce soir. Si je veux aller en télé, radio ou presse, ben je ne peux pas. C'est-à-dire que c'est ce filtre-là qui va décider si je peux m'adresser à l'audience. Et même chose pour le web. On a l'impression qu'on a une relation directe. Non, on n'a pas une relation directe. Il y a une plateforme, il y a des algorithmes qui font en sorte qu'on ne peut pas accéder directement à son audience. Donc il faut apprivoiser le filtre avec lequel on travaille. Moi, mon filtre sur YouTube, je commence à le connaître plutôt pas mal. Je sais que c'est plutôt des francophones, évidemment, puisque je parle français, ce serait étrange que ce soit autrement, il y aurait un problème dans le filtre. C'est essentiellement des hommes, c'est des personnes, des jeunes adultes, c'est aussi visiblement des gens éduqués, vu la qualité des commentaires, ça doit être des personnes éduquées, et des personnes qui sont déjà un petit peu intéressées à écouter de la science. Et donc si je reviens à mon point, qui est peut-être le plus difficile à mettre en place sur atténuer l'aspect élitiste de la science, ça veut dire que moi, mon filtre, il me permet de parler à des gens qui sont déjà intéressés. Comment est-ce que je fais pour rejoindre des gens qui sont un petit peu moins intéressés? Pour aller chercher ces gens qui, de prime abord, ne vont pas aller chercher la science. Alors, j'ai testé avec d'autres filtres. Cet été, j'ai fait un test sur TikTok, Instagram et YouTube pour voir si ça changeait. Est-ce que j'allais atteindre une autre audience ou est-ce que j'allais arriver vers d'autres personnes? Alors, pour TikTok, Instagram, ça veut dire qu'il faut vraiment changer la façon dont on prévoit ces vidéos. C'est des vidéos de moins de 1 minute, donc ça amène beaucoup d'autres challenges, comme le fait d'arriver à amener de la nuance. En 1 minute, c'est tout un défi. Donc, c'est une autre discussion qu'on pourra avoir, mais le résultat des tests, de savoir est-ce qu'on peut atteindre une nouvelle audience, est super intéressant parce que alors, je n'ai pas des métriques pour toutes les informations, toutes les plateformes ne se valent pas, mais comme vous pouvez le voir, sur le genre de la personne, selon la plateforme, j'ai eu des résultats extrêmement différents. Donc, quand YouTube envoie mes vidéos pas uniquement, mais essentiellement à des hommes, eh bien, Instagram, ça va être avec une majorité de femmes. Donc, on voit que juste en changeant le filtre, parce que c'est exactement les mêmes vidéos qui sont publiées sur les 3 plateformes, eh bien, je peux atteindre d'autres personnes. Autre petite anecdote que je trouve intéressante, mais que je n'explique absolument pas, 20% de mon audience sur Instagram vient du Maghreb. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est super. Donc je sais que je peux m'adresser à des Maghrébins et des Maghrébines grâce à Instagram. Donc ça ouvre de nouvelles portes. Donc ce résultat-là, de faire ces tests avec de nouveaux filtres, de nouveaux médiums, de nouveaux algorithmes, c'est très intéressant pour essayer justement d'atténuer l'aspect élitiste de la science. Et donc finalement, ce que je vous ai montré là, c'est à la fois ma ligne éditoriale, c'est aussi toute la difficulté que j'ai, c'est aussi des choix, c'est des tiraillements permanents, tiraillements entre justement la justesse et puis le divertissement. Est-ce que là, il y a trop d'histoire? Est-ce qu'il y a assez de contenu? Est-ce qu'il y en a assez de contenu ou est-ce qu'il faut que je réduise un petit peu? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que là, finalement, je parle que à des gens qui sont déjà convaincus ou pas? Donc, pour moi, la vulgarisation, c'est une histoire de tiraillement où on est sans arrêt sur le fil, attiré dans un sens ou dans l'autre. Et ce travail d'équilibrisme, il faut juste arriver à ne pas tomber. Voilà. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura intéressé. Cette présentation est conçue pour qu'il y ait une période de questions après. J'ai volontairement laissé des zones d'ombre parce que je savais que ce serait levé au moment de la période des questions. Alors c'est à vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je lis tous les commentaires de cette chaîne, contrairement à l'autre où c'est plus trop possible. Alors ça me fera vraiment plaisir de vous répondre. N'hésitez pas, je suis en commentaire, j'espère que vous aussi. On se retrouve la prochaine fois. Bye.